Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va enfin savoir pourquoi, non pas pourquoi, d'où venaient les cris que nous avons entendus venant de la cabane interdite, alors que, rappelez-vous, Alex et Mick recherchaient l'un des hauts gradés, on va dire, j'ai oublié leur symbole, on va dire comment il s'appelait, pour aider la main enflée de Mick, qui s'était fait mordre par un serpent. Mais avant de vous lire la suite, je voudrais faire un petit topo de la vidéo précédente qui vous a bien plu pour la plupart. Je suis vraiment content des retours que vous m'avez envoyés, de vos messages avenants, enfin vis-à-vis de moi. Certains m'ont dit que c'était pas par rapport à mon handicap, que j'étais pas le seul. Bon, ça je m'en doute, qu'on a tous un problème, on va dire, pour certains, et qu'il faut le surmonter. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dédiée à ça, de comment j'ai vécu moi mes problèmes de santé et comment j'essaye aussi de m'en sortir. Peut-être que ça pourrait aider certains d'entre vous qui sont dans le même cas que moi. Je remercie aussi ceux qui participent au concours, c'est super génial. N'oubliez pas que vous avez le temps, vous avez jusqu'à la fin au moins du livre, ça va durer peut-être entre 2 et 3 dimanches de plus, je vais voir, je sais pas ma vitesse de lecture. Et surtout, n'hésitez pas à participer, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir de vous prendre au moins un livre qui vous rappelle votre enfance, ou alors pour un de vos enfants, ou alors qui pourrait compléter l'une des collections que vous avez commencé ou que vous avez. Ça me ferait plaisir, parce que de toute façon, ici, je crois que vous êtes peut-être 4, et si ça reste à ça, et que j'ai dit que j'en prendrais que 3, ça me ferait un peu de la peine d'ailleurs, qu'il n'y en ait qu'un seul perdant. En ce qui concerne, certains d'entre vous m'ont dit que vous aviez bien rigolé par rapport aux, entre guillemets, bêtisiers que je vous avais fait écouter et voir au niveau de mes bafouilles, ou alors quand je me plains des voitures qui passent à côté. Si jamais ça intéresse les nouveaux, parce que je crois que je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, je vous mets le lien de ma vidéo sur ma première chaîne où j'ai mis les bêtisiers à Noël de mes 2 chaînes en fait. Donc tout ce qui est bafouille et ratage de mots et pétage de câbles, je les ai mis dans la vidéo là de Noël. Donc il y a aussi bien mes gaffes de ma vidéo principale que tout ce que j'ai fait en ASMR. Et je compte le faire encore une fois fin de l'année pour Noël comme cadeau, on va dire, un gros bêtisier, donc l'ensemble de mes 2 chaînes. Donc, ceci dit, je vais commencer la lecture. Installez-vous bien confortablement. J'espère que vous serez toujours autant emballé que moi à lire cette histoire que je ne connais pas, parce que je vous l'avais dit, les premiers livres que j'avais lus, je les connaissais, mais lui, c'est une première. Donc, on y va. Je mets en route le minuteur. Je vous souhaite une bonne lecture. Donc, rappelez-vous, Alex et Mick avaient entendu des cris. Ces cris, murmura-t-il, on dirait qu'ils viennent de la cabane interdite. Une minute après, nous faisions irruption dans notre bungalow. « Où est Derek ?» cria Mick à Tom et à Colin, assis sur leur couchette. « On ne l'a pas vu » répondit Colin. « Mais où est-ce qu'il est? Il faut le trouver, ma main me fait mal. »« Il ne va sûrement pas tarder, » le rassura Tom. Les étranges hurlements résonnèrent de nouveau. « Vous entendez ?» dis-je. « Probablement une bête sauvage, » dit Colin. « Aucune bête ne crie comme ça, » insista Mick. « Qu'est-ce que tu en sais » demanda Colin. « Tu connais toutes les bêtes du désert ?»« On les étudie en classe, » répliqua Mick. « Et celles qui nous ont attaqués à notre arrivée, tu les avais étudiées en classe » ricana Tom. Non, avoua Mick. Celle-là, je ne sais vraiment pas ce que c'était. » Un autre long cri les interrompit. Soudain, immobiles, nous écoutions. « On dirait vraiment un cri humain, » fit Tom, tout excité. « C'est peut-être un malheureux prisonnier, enfermé dans la cabane interdite depuis des siècles et des siècles. »« Tu crois ?» chuchota Mick, si terrifié que Tom et Colin éclatèrent de rire. « Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ma main ?» reprit-il. Il éleva devant nous. Elle était salement enflée. « Va la passer sous l'eau fraîche, proposai-je. » Scrutant l'obscurité derrière la fenêtre, j'ajoutai. « Derek va venir, ne t'inquiète pas. Il saura quoi faire pour la soigner. » Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas d'infirmerie dans ce camp, soupira Mick. Si mes parents avaient su, ils ne m'auraient sûrement pas envoyé ici. Oncle Al n'a pas l'intention de nous câliner, ironisa Colin, reprenant les paroles de Derek. Tom sauta sur ses pieds et se lança dans une hilarante imitation d'oncle Al. Attention la cabane interdite, gronda-t-il. On n'en parle pas, on ne s'en approche pas. Compris.
On aurait vraiment dit la voix de notre directeur. Tout le monde éclata de rire, même Mick. « Allons-y cette nuit !» s'exclama Tom en reprenant sa voix habituelle. « Allons-y tout de suite !» Un nouveau hurlement s'éleva et sembla rouler le long de la pente pour se glisser par la fenêtre de notre bungalow. Pas de doute, cela venait bien de la cabane interdite. « Je pense qu'il vaut mieux ne pas y aller, » dit Mick d'une voix hésitante. Puis il ajouta « Je sors, je vais passer ma main sous l'eau. » La porte se referma derrière lui. « Il a peur, » railla Tom. « Je ne suis pas très rassuré non plus, avouai-je. » Tom et Colin se mirent à rire. « Dans tous les camps de vacances, il y a un truc du genre cabane interdite, » expliqua Colin. « C'est une blague connue. Tous les directeurs adorent flanquer la trouille à leurs campeurs. Ça les amuse, renchérit Tom. Il gonfla sa poitrine et nous refit son numéro. « Ne sortez jamais la nuit après l'extinction des lumières, sinon personne ne vous reverra jamais, » tonna-t-il, imitant presque à la perfection la voix de Stentor d'oncle Hal. Puis il éclata de rire. « Il n'y a rien du tout dans la cabane interdite. Elle est vide. C'est une blague qu'on raconte comme les histoires de fantômes. »« Comment tu le sais ?» demandai-je en m'asseyant sur la couchette de Mick. « Tu as déjà passé des vacances dans ce camp ?»« Non, jamais, » répondit Colin. « C'est même la première fois que je viens dans un camp. Mais tous mes copains m'ont raconté des histoires de ce genre. » Il retira ses lunettes miroirs et pour la première fois je vis ses yeux. Des yeux très bleus, ronds et brillants comme des billes. Une sonnerie de trompe retentit soudain, sur une seule note triste et prolongée. « Ça doit être le signal pour l'extinction des lumières, » dis-je en bâillant. J'enlevai mes chaussures. J'étais bien trop fatigué pour aller me laver, et je me demandais même si j'aurais le courage d'enfiler mon pyjama. « Allez !» s'exclama Tom. « On va faire un tour à la cabane interdite. Il faut qu'on soit les premiers à l'explorer. »« Je suis vanné, » dis-je, bâillant de nouveau. « Allez-y sans moi, les gars. »« Moi aussi je suis vanné, » soupira Colin. « Si on y allait plus tôt demain. » Tom fit une grimace de déception. « On n'a qu'à y aller demain, » insista Colin. Il balança ses chaussures sous son lit et se pencha pour enlever ses chaussettes. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, » lança une voix qui nous fit sursauter. Derek était dehors, debout dans l'obscurité, et nous observait par la fenêtre ouverte. « Si j'étais vous, » reprit-il en grimaçant dans un drôle de sourire, « j'écouterais les recommandations d'oncle Hal. » Depuis combien de temps était-il là, dans l'ombre, à nous écouter? Est-ce qu'il nous espionnait? La porte s'ouvrit et Derek entra. Il ne souriait plus. « Oncle Hal n'a pas l'habitude de plaisanter, » déclara-t-il d'un ton étrangement sérieux. « Tu parles, Charles, » répliqua Colin. Il grimpa sur sa couchette et se fourra sous les couvertures. « Si jamais on sort après l'extinction des feux, le fantôme du camp nous emportera, » ironisa Tom. « Il n'y a pas de fantôme, » dit Derek d'une voix douce. « Mais il y a Sabre. » Il ouvrit son casier et se mit à chercher quelque chose à l'intérieur. « Sabre? Qui est Sabre ?» demandai-je, soudain parfaitement réveillé. « Sabre est une créature, » répondit Derek. « Sabre est un monstre aux yeux rouges qui croque un campeur toutes les nuits, » gronda comiquement Tom. Puis il ajouta en me regardant. « Sabre n'existe pas, Axel. Tu vois bien que Derek est en train de nous mener en bateau avec ses vieilles histoires du camp de la pleine lune. » Derek se retourna, fixant Tom. « Je ne vous mène pas en bateau, comme tu dis, » fit-il à voix basse. « J'essaie de vous protéger, pas de vous faire peur. »« Alors, Sabre, qu'est-ce que c'est » insistai-je. Derek avait sorti un pull de son casier. Il répondit en l'enfilant. « Vous n'avez pas besoin de le savoir. »« Allez, dis-le-nous, » suppliai-je. « Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, les gars, » fit Derek d'une voix calme. « Sabre vous arrachera le cœur. »« Ouais, on te croit, » ricana Tom. « Je parle sérieusement, » s'emporta Derek. « Ce n'est pas une blague. » Il tira brutalement sur son pull pour enfiler une manche et ajouta, l'air furieux, « Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à sortir cette nuit. Allez-y, sortez, Sabre n'attend que ça. » Il se débattit un instant avec sa deuxième manche, puis il nous lança un dernier avertissement. « Mais avant, laissez-moi un mot avec votre adresse, que je sache où faire renvoyer vos affaires. » Le lendemain matin, je me réveillai très tôt. Le soleil venait à peine de surgir du fond de l'horizon, et l'air était encore humide et frisquet. J'entendais les oiseaux gazouiller, ça me rappelait la maison. Je me levai et, tout en m'étirant, je pensais à papa et maman. J'aurais voulu leur téléphoner du camp. J'avais besoin d'entendre leur voix, mais on n'était que le deuxième jour.
De quoi aurais-je l'air si j'appelais mes parents dès le deuxième jour? Heureusement, je n'eus pas le temps de m'abandonner à la nostalgie. À peine habillé, je courus avec les autres jusqu'au bâtiment sur la butte, qui servait à la fois de réfectoire, de salle de spectacle et de lieu de réunion. Des rangées de tables et de bancs nous attendaient au centre de l'immense pièce. Les planchers, les murs et les poutres du plafond étaient tous taillés dans le même bois rougeâtre. Curieusement, il n'y avait pas de fenêtre, si bien qu'on avait l'impression de pénétrer dans une profonde caverne. Nos cris et nos rires rebondissaient en écho contre les parois de bois, se mêlant au claquement métallique des plats et des couverts. Mick me cria quelque chose du bout de la table, mais avec ce raffut, je ne pus saisir un seul mot. Évidemment, il y en avait qui se plaignaient de la nourriture. Moi, je n'avais jamais eu autant à manger au petit déjeuner, mais jamais je ne m'étais senti non plus autant d'appétit. Aussi, je dévorais. On nous divisa ensuite en équipes pour les activités de la matinée. Il commençait déjà à faire chaud, tout le monde riait, chahutait. Derek et deux autres moniteurs, clignant des yeux à cause du soleil, vinrent nous prendre en charge. La première équipe se dirigeait vers la rivière pour aller se baigner. Je ne pus m'empêcher de grumbler. Il y en a qui ont de la chance. J'avais une de ces envies de piquer une tête dans l'eau fraîche, et il me tardait de voir à quoi ressemblait cette rivière. Comme j'attendais l'appel de mon nom pour me joindre à un des groupes, je remarquai sur un mur, à l'angle du bâtiment, un téléphone à pièces. L'image de mes parents surgit comme un flash dans ma tête. Je vais peut-être les appeler tout à l'heure, après tout, me dis-je. Je ne me sentais pas le courage d'attendre plus longtemps pour leur raconter nos aventures, leur décrire le camp et mes nouveaux copains. « Ok, les petits gars, » lança Derek à mon groupe. « Prenez les battes et les balles. On va au terrain de jeu et on se paye une sacrée partie. » Nous étions une douzaine, dont Tom, Colin, Mick et moi, à suivre Derek au pas de course vers un large pré en contrebas, couvert d'une herbe rase. J'accélérai l'allure pour rattraper Derek, qui courait à toute vitesse, à croire que sa vie en dépendait. J'eus beaucoup de mal à me maintenir à sa hauteur. « Est-ce qu'on ira à la rivière après ?» demandai-je tout essoufflé. « Oui, dit-il, sans même ralentir, car après cette partie, vous aurez besoin d'un bon bain, ça, je vous le promets. » Arrivé dans le pré, Derek nous divisa en deux équipes de 6, les rouges et les bleus. Mick s'avança, levant sa main bandée. « Je ne pense pas pouvoir jouer avec ma main, » bégaya-t-il. « Ça va, Mick, fais pas le bébé, » répliqua Derek. « Mais j'ai vraiment mal, » insista Mick. « Ça m'élance jusqu'en haut du bras. Et regarde, ma main est toute enflée. »« Bon, » soupira Derek. « Va t'asseoir à l'ombre, je prendrai ta place dans l'équipe des bleus. »« Est-ce que je peux pas avoir un médicament ou quelque chose comme ça ?» demanda plaintivement Mick. Le pauvre, il faisait vraiment pitié. « Va t'asseoir, Mick, » répéta Derek. « On s'occupera de ta main plus tard. » Et, se détournant, il donna un coup de sifflet pour annoncer le début de la partie. Au bout d'un moment, j'oubliais Mick. On s'amusait bien. La plupart des garçons étaient de très bons joueurs, bien meilleurs que les copains avec qui j'avais l'habitude de jouer à la sortie de l'école. Derek était un joueur exceptionnel. Je n'avais jamais vu quelqu'un envoyer une balle aussi loin et aussi haut, ni courir aussi vite. Ses longues jambes se déployaient avec une force étonnante. Notre équipe, les Bleus, mena rapidement 12-6 grâce à lui. Il commença à faire très chaud et nous étions tous en sueur. J'attendais avec impatience le moment d'aller à la rivière. Colin était dans l'équipe des rouges. Il était le seul à ne pas avoir l'air de s'amuser. Je constatais qu'il n'était pas très athlétique. Il avait de longs bras maigres et ne savait pas courir. Plusieurs fois, je le vis se disputer avec l'un ou l'autre joueur, contestant des points. Finalement, ils s'en pris à Derek à propos d'une balle sortie du champ. Ils s'envoyèrent mutuellement quelques noms d'oiseaux à la tête. Bref, la dispute classique, comme on en entend sur tous les terrains de sport. Finalement, Derek cria à Colin de la fermer et siffla le coup d'envoi d'une nouvelle partie. Colin reprit sa place en grommelant et le jeu reprit. J'avais déjà oublié cet incident quand il se passa une chose étrange qui me laissa une désagréable impression de malaise. C'était au tour de Colin de frapper la balle. Il l'envoya assez haut, mais pas très loin. Je me mis à courir en même temps que Derek, mais il fut plus rapide que moi. Il laissa la balle rebondir et leva sa batte. Je remarquai alors une curieuse expression sur son visage. C'était presque, oui, de la haine. Il frappa la balle de toutes ses forces et elle heurta de plein fouet la tête de Colin. On entendit un craquement. Les lunettes de Colin volèrent. Il poussa un cri bref. Puis, il tomba comme une masse, face contre terre, et ne bougea plus. La balle rebondit et roula doucement dans l'herbe.
L'expression de Derek changea aussitôt. Il ouvrit de grands yeux incrédules, puis il s'élança en criant. « Ma batte a glissé, je ne voulais pas. » Je savais qu'il mentait. J'avais vu cette lueur de haine dans ses yeux au moment où il frappait la balle. Je me laissais tomber à genoux, regardant Derek courir vers Colin. J'avais envie de vomir tout à coup. « Ma batte a glissé, répétait Derek. Elle a glissé. » Et moi je pensais, menteur, menteur, menteur. Je me forçai à me relever pour rejoindre le cercle qui s'était formé autour de Colin. Il avait ouvert les yeux, mais il semblait ne rien voir, et il marmonnait des mots incompréhensibles. « Écartez-vous, ordonna Derek, laissez-lui de l'air. » Puis se penchant vers Colin, il murmura « Ma batte a glissé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Colin poussa un grognement et ferma les yeux. « Aidez-moi à le transporter, » ordonna Derek à 2 garçons de l'équipe des Rouges. « Les autres, allez prendre vos maillots de bain. Le moniteur vous attend au bord de la rivière. » Je regardais Derek soulever Colin par les épaules, tandis que les 2 autres le prenaient par les jambes. Je revoyais cette expression de haine sur son visage quand il avait levé sa batte. Il l'avait fait exprès. J'en étais sûr. Je vis Mick s'élancer derrière eux. Il se mit à courir à côté de Derek, tenant sa main levée. « Est-ce que je peux venir avec vous ?» supplia-t-il. « Il faut que quelqu'un s'occupe de ma main. J'ai vraiment trop mal, Derek. Laisse-moi venir. » J'entendis Derek répondre brièvement. « D'accord, amène-toi. » Je me sentis un peu soulagé. On allait enfin s'occuper de cette morsure de serpent. Mais tout de même, rien de tout cela n'aurait dû arriver. Ce n'était pas normal. Il se passait des choses bizarres dans ce camp. Vraiment bizarres. Comment aurais-je pu deviner que tout cela n'était qu'un avant-goût de l'horreur qui se préparait? Cet après-midi-là, j'écrivis à mes parents. Mais je ne me sentais pas dans mon assiette. Je n'arrivais pas à oublier l'expression du visage de Derek quand il avait envoyé la balle dans la tête de Colin. Je décidai de tout raconter dans ma lettre. Je parlais aussi de cette absence bizarre d'infirmerie et même de la cabane interdite. Près de moi, Tom rédigeait son courrier, lui aussi. Il avait attrapé un sacré coup de soleil. Ses joues et son front étaient rouges vifs. Il leva la tête et me lança, désignant d'un geste du bras l'intérieur déserté de notre bungalow. « On tombe comme des mouches ici. En voilà déjà 2 d'éliminés. »« Oui, approuvai-je, pensif. J'espère que Colin et Mick vont bien. » Puis je lâchai brusquement. Derek l'a fait exprès. « Quoi ?» Je l'ai vu. Il a envoyé exprès sa balle dans la tête de Colin. Ma voix tremblait. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais maintenant, j'étais soulagé de l'avoir fait. Je me sentais soudain un peu moins seul. Ce sentiment ne dura pas, car Tom, visiblement, ne m'avait pas cru. « C'est impossible, dit-il. Derek est notre moniteur. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Sa batte a glissé, et il a manqué son coup, c'est tout. » J'allais répliquer quand la porte s'ouvrit, laissant passer Colin accompagné de Derek. « Alors, Colin, ça va ?» m'exclamai-je. Tom et moi, nous avions sauté sur nos pieds. « Ça peut aller, » répondit Colin avec un sourire qui me parut forcé. J'aurais voulu en lire plus dans ses yeux, mais il les avait dissimulés de nouveau derrière ses éternelles lunettes miroirs. « Il est encore un peu sonné, mais ça va, » dit Derek, en prenant chaleureusement Colin par les épaules. « J'ai l'impression de voir double, blagua Colin. Ce bungalow me paraît bondé. Vous n'êtes pourtant bien que 2, ici, non ?» Je ris, et Tom aussi, mais c'est un petit rire gêné. Derek aida Colin à s'étendre sur sa couchette, affirmant d'une voix qui se voulait rassurante. « Il sera tout à fait sur pied d'ici 1 jour ou 2, vous verrez. »« Ouais, renchérit Colin, je n'ai déjà presque plus mal à la tête. »« Tu as vu un docteur ?» demandai-je. « Non, c'est oncle Hal qui m'a examiné. Il a dit que ce n'était rien. » Je jetai un regard suspicieux à Derek, mais il me tournait le dos, cherchant quelque chose dans le sac de grosse toile qu'il gardait sous son lit. Tom demanda soudain. « Et Mick, comment va sa main ?»« Ça va, répondit Derek sans se retourner. « Où est-il » m'inquiétai-je. Derek haussa les épaules. « Il est encore là-bas, je suppose. »« Mais il va revenir » insistai-je. Derek repoussa le sac sous son lit et se releva. « Vous avez fini d'écrire vos lettres » demanda-t-il. « Alors, dépêchez-vous de vous changer pour le dîner. Vous déposerez votre courrier sur la table à l'entrée du réfectoire. » Il se dirigea vers la porte en ajoutant « Et n'oubliez pas, cette nuit, on dort sous la tente. » Tout le monde grogna et Tom résuma la vie générale. « La barbe! Il fait si froid ici la nuit. » Mais Derek s'éloignait déjà, comme s'il n'avait pas entendu. Tom courut derrière lui. « Dis, tu n'aurais pas de la crème ou quelque chose comme ça à mettre sur mes coups de soleil ?»« Non, répondit brièvement Derek, et il poursuivit son chemin. Soutenu par Tom et moi, Colin réussit à marcher jusqu'au réfectoire. Sa vision était encore floue et son mal de tête avait empiré.
Le repas qu'on nous servit n'était guère fameux, mais j'avais si faim que je n'y fis pas attention. Colin, lui, se contenta d'écraser pensivement ses légumes dans la sauce grise. Il était visiblement incapable d'avaler quoi que ce soit. La grande salle était toujours aussi bruyante. Les moniteurs en vert et blanc dînaient à la même table dans le coin le plus éloigné, nous ignorant complètement. Une rumeur courut dans nos rangs, comme quoi on passerait la soirée à apprendre des chansons autour du feu de camp. Tout le monde se mit à grogner et à rouspéter. Vers le milieu du repas, Tom commença à chahuter avec son voisin de table, un certain Igor. Ce qui devait arriver arriva. La cruche remplie de jus de fruits se renversa, inondant ma chemise et mon pantalon. « Hé !» criai-je en me levant d'un bond. « Vous ne pouvez pas faire attention ?»« Les gars, Axel a eu un petit accident !» cria Igor. Et tout le monde éclata de rire. « Je crois bien qu'il a mouillé son pantalon !» renchérit Tom. Les rires redoublèrent. Quelqu'un me jeta une boulette de pain qui atterrit dans mon assiette, déclenchant aussitôt une bagarre générale. Cette fois, 2 moniteurs finirent tout de même par se lever pour intervenir. Il ne me restait qu'à retourner au bungalow et changer de vêtements. Je courus aussi vite que possible, car j'avais l'intention d'être de retour à temps pour le dessert. J'ouvris la porte à la volée, me précipitai pour prendre des affaires dans mon casier. Alors je poussai une exclamation de surprise. Il était vide. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» m'écriai-je. « Qui a pris mes... » Je réalisai soudain alors que je m'étais simplement trompé de casier. C'était celui de Mick. Je restai plusieurs secondes immobile, comme fasciné par ce casier vide. Puis je regardai sous les lits pour voir si le sac de Mick y était encore. Il n'y était pas. Mick était parti. Il ne reviendrait pas. J'étais si bouleversé par cette découverte que je retournai au réfectoire sans même avoir changé de vêtements. Tout essoufflé, je courus droit à la table des moniteurs et interpellai Derek. « Mick est parti. Est-ce qu'on l'a renvoyé chez lui ?» Derek ne tourna même pas la tête. Il était en train de plaisanter avec un gros lourdeau au visage grassouillet. Je le saisis par le bras. « Écoute-moi !» criai-je. « Mick est parti !» Derek me lança un regard ennuyé. « Retourne à ta place, Axel. Tu veux ? Cette table est réservée aux moniteurs. »« Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» insistai-je. « Ses affaires ont disparu. Est-ce qu'il va bien ?»« Comment veux-tu que je le sache ?» s'exclama Derek, impatienté. Mais je voulais avoir une réponse. « On l'a renvoyé chez lui, c'est ça ?»« Probablement, » fit-il en haussant les épaules. Puis, examinant mes vêtements, il ajouta. « Tu as renversé quelque chose ?» Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à reprendre mon souffle. Je lâchai encore d'une voix vaincue. « Tu ne sais vraiment pas où est Mick ?»« Ne t'en fais pas, on s'est sûrement occupé de lui, » dit Derek. Et il se tourna à nouveau vers le gros moniteur, au visage rond qui lança. « Il est sans doute allé à la rivière, piquer une tête. » La tablée des moniteurs éclata de rire. Je ne trouvais pas ça drôle du tout, mais je n'avais vraiment plus qu'à retourner à ma place. Ces moniteurs, ils n'ont vraiment pas l'air de s'intéresser à nous, pensai-je. Je me sentais affreusement mal à l'aise. Je fus incapable d'avaler l'espèce de gâteau pâteux qui nous servit pour le dessert. Je racontai à Colin et à Tom que Mick avait disparu avec ses affaires et que les moniteurs prétendaient ne pas savoir ce qu'il était devenu. Mais cela n'eut pas l'air de les étonner. « Oncle Hal l'a probablement renvoyé chez lui à cause de sa main, » dit Tom en mordant dans son gâteau avec appétit. Elle était bien enflée. Mais pourquoi Derek ne veut rien dire? C'est notre moniteur. Il doit tout de même être au courant, non? J'avais l'impression d'avoir avalé des pierres tant mon estomac était lourd. Tu sais, les moniteurs, ce sont de drôles de types, lâcha Colin qui aplatissait consciencieusement son dessert à coups de cuillère sans en goûter une miette. Je me tus, découragé. Personne, visiblement, ne se souciait plus de Mick. Après le dîner, oncle Hal nous fit un petit discours sur les charmes d'une nuit sous la tente. « Faites simplement attention aux ours, » lança-t-il pour terminer, en guise de plaisanterie. Du moins, j'espérais que c'en était une. Il fallut ensuite répéter les chansons autour du feu de camp jusqu'à ce que tout le monde les sache. Je n'avais vraiment pas le cœur à chanter, mais Tom et Igor se mirent peu à peu à transformer les paroles des chansons en y glissant tous les gros mots qu'ils connaissaient. Et je finis par rire et chanter avec les autres sur ces textes improvisés. Puis, la soirée terminée, on se dirigea vers les tentes qui avaient été dressées dans le pré en bas de la colline. C'était une belle nuit fraîche, pleine d'étoiles clignotant dans un ciel noir et pourpre. Je soutenais Colin en descendant jusqu'en bas de la pente. Il se sentait encore très faible et sa tête lui faisait mal. Tom et Igor marchaient devant nous en se donnant des coups d'épaule, tanguant à droite et à gauche et rigolant comme des gamins. Soudain, Tom se tourna vers nous et chuchota sur un ton de conspirateur. « Cette nuit, c'est la nuit. »« Hein ?» dis-je.
Quelle nuit? Chut, fit-il en levant un doigt devant sa bouche. Cette nuit, quand tout le monde dormira, Igor et moi, nous irons voir de plus près la cabane interdite. Vous venez avec nous? Colin secoua tristement la tête. Je ne pense pas que je pourrais, Tom. Et toi, Axel, tu viens? Je vais plutôt rester avec Colin, dis-je. J'entendis Igor marmonner que j'étais une poule mouillée. Tom avait l'air déçu. Tu vas manquer quelque chose, protesta-t-il. Non, je t'assure, je suis fatigué, murmurai-je. C'était vrai. Cette journée avait été épuisante et j'avais mal partout. Tout le long du chemin, Tom et Igor ne cessèrent de chuchoter avec des airs de conspirateurs sans plus s'occuper de nous. Au pied de la colline, là où les tentes étaient alignées, je m'arrêtai un instant pour regarder la cabane interdite. Il me semblait qu'elle se penchait vers moi sous la froide lumière des étoiles. Je tendis l'oreille, attendant que s'élève à nouveau l'étrange hurlement que nous avions entendu la nuit précédente. Mais ce soir-là, il n'y avait que le silence. Je pénétrai dans notre tente à quatre pattes et me laissai tomber sur mon sac de couchage. Le sol était affreusement dur. Cette nuit allait me paraître longue. Tom et Colin bataillaient pour installer leur sac de couchage au fond de la tente. « Ça fait drôle d'être ici sans Mick, dis-je, pris d'un brusque frisson. « Comme ça, on sera un peu moins serré, répliqua Tom d'un ton indifférent. Il avait rampi jusqu'à l'entrée de la tente et tenait le pan de toile ouvert, les yeux fixés sur l'obscurité du dehors. Une fois de plus, Derek avait disparu. Colin s'allongeant soupirant, il ne se sentait visiblement pas bien. Je me glissai dans mon sac de couchage, me tournant et me retournant pour chercher une position à peu près confortable. J'avais vraiment envie de dormir, mais je savais bien que je ne trouverais pas le sommeil avant que Tom et Igor ne reviennent de leur expédition nocturne. Les minutes passèrent lentement. Dehors, il faisait froid, mais sous la tente, l'air était tiède et moite. Les yeux grands ouverts, je fixai la paroi de toile au-dessus de ma tête. Un insecte l'escaladait sans bruit. Je le chassais d'un revers de main. Tom parlait à voix basse derrière moi et Colin ricanait nerveusement, mais je n'arrivais pas à saisir un seul mot de leur conversation. Puis, j'ai dû m'assoupir. Un chuchotement persistant finit par m'éveiller. Il me fallut plusieurs secondes pour réaliser que Tom et Igor s'apprêtaient à sortir. « Souhaitez-nous bonne chance » souffla Tom. « Bonne chance » dis-je d'une voix ensommeillée. Ils écartèrent le pan de toile et l'espace d'un instant, j'eus la vision d'un carré de ciel sombre piqueté d'étoiles. Puis tout retomba dans l'obscurité. Sous la tente, la température avait nettement baissé. Je frissonnais. « Si on retournait au bungalow » chuchotai-je à Colin. « J'ai froid et le sol est dur comme de la pierre. » Colin était d'accord. Je me levai et il me suivit sans bruit jusqu'à notre bon petit bungalow tiède et confortable. Une fois à l'intérieur, on resta un moment le nez collé à la vitre, guettant Tom et Igor. « Ils vont se faire prendre, dis-je, c'est plus que sûr. »« Mais non, répondit Colin, ils ne vont pas se faire prendre, mais ils ne trouveront rien d'intéressant non plus. Il n'y a rien à voir là-bas, rien qu'une vieille cabane vide. » J'ouvris la fenêtre pour écouter. Sur le camp endormi régnait un tel silence qu'on entendait distinctement Tom et Igor chuchoter quelque part. On entendait même le froissement de l'herbe sous leurs pas. « Il devrait faire moins de bruit, » grogna Colin. Je scrutai l'obscurité, mais je ne distinguais rien. « Ils doivent être arrivés en haut de la colline maintenant, » murmurai-je. C'est alors que le premier cri déchira la nuit. « Qu'est-ce que c'est » m'écriai-je en reculant brusquement. Un second cri s'éleva, encore plus terrifiant que le premier. Un cri d'horreur, un cri d'agonie, suivi d'une sorte de rugissement comme celui d'une bête en colère. Une bête monstrueuse. Alors j'entendis la voix de Tom. « Au secours! Aidez-nous, je vous en supplie !» Le cœur battant à tout rompre, je courus vers la porte. Les horribles cris encore dans mes oreilles, je m'élançai dans les ténèbres, sentant à peine le froid de l'herbe sous mes pieds nus. « Tom, c'est toi! Où es-tu » Je criais, j'appelais, mais ma voix était si petite et tremblante que je ne la reconnaissais même pas. Puis, je vis une silhouette qui courait vers moi. « Tom, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il tomba presque dans mes bras, le visage crispé d'horreur. « Il a eu Igor » lâcha-t-il, le souffle court. « Qui ça ?»« Qui a eu Igor ?» répéta Colin qui venait de surgir à son tour. « Je ne sais pas. Un monstre. Il a mis Igor en pièces. » Tom eut une sorte de sanglot, puis il regarda autour de lui, les yeux remplis d'effroi. « Et s'il vient jusqu'ici ? S'il...
S'il est derrière moi,